Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Connectez-vous et évitez surtout le zapping de 96.3 FM. 7h30 exactement ici dans le studio de Victoire FM, 15h30 à Pékin en Chine où se tient le 3e forum Chine-Afrique ou bien Afrique-Chine. Messieurs, dames, notre invité de ce matin c'est M. Jerry Tama, le président national du net. M. Jerry Tama, encore une fois, disons bonjour. Bonjour. Voilà, puisque vous n'étiez pas là quand il sonnait 7h. Alors comment allez-vous? Non, très bien, très bien. Ah d'accord. Avant de vous ouvrir pleinement le micro, rapidement, Courrier de la République dans les kiosques ce matin écrit au nom de notre pays, le Togo. Alors, comment trouvez-vous cette invasion africaine, cette invasion chinoise en Afrique ces dernières années? Non, mais vous savez, aujourd'hui, la Chine est devenue au Togo l'un des partenaires commerciaux clés. En plus d'être un partenaire, on ne le dit pas suffisamment, mais militaire aussi important. Au niveau du Djibouti? Non, même au Togo, par rapport à la coopération militaire, elle est très très forte. Hein. Il y a beaucoup de militaires togolais qui vont se former en Chine. Il y a un partenariat militaire qui est très fort. La Chine s'implante en Afrique parce que l'Europe le quitte. Donc voilà, c'est-à-dire que la nature ayant horreur du vide, et c'est assez regrettable qu'on se rende compte que finalement on a l'impression que nous les Africains on a besoin forcément d'une tutelle. C'est-à-dire qu'après avoir déploré et crié au colonialisme, au néocolonialisme, aujourd'hui on se rend compte que vous savez la Chine est en train de reprendre la place ou bien de repousser même à la limite les Européens. Mais oui, il y a une grande coopération sino-africaine, sino-togolaise qui est très forte. Elle est souvent profitable aux deux parties. Aujourd'hui, c'est l'un de nos partenaires. Non, parce que quand je pense sur le plan économique, nous exportons beaucoup en direction de la Chine et nous importons beaucoup en direction de la Chine. Donc, on a une balance commerciale qui est même positive en direction de la Chine. Donc, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, une bonne partie de nos denrées alimentaires partent vers la Chine. Mais maintenant, après, c'est que, voilà, la Chine est puissance économique, est puissance nucléaire, est une des 5 puissances au niveau de du Conseil de sécurité. Donc, il n'y a rien de nouveau. On a eu ce genre de relation avec la France au siècle dernier. Et maintenant, c'est avec la Chine qu'on oui, mais que ce soit le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Kenya, l'Éthiopie, etc., la Chine s'est fortement implantée. C'est vrai, la Chine existe également au Togo, mais 10 000 entreprises chinoises interviennent sur le sol africain l'année dernière, selon des statistiques, avec plus de 190 milliards de dollars de dettes. Vous ne voyez pas que finalement, l'Afrique ne pourra jamais être indépendante? Non, maintenant, vous savez, la question de l'indépendance de l'Afrique dépend que des Africains. Économiquement parlant. N'oublions pas que la Chine a été sous domination de plusieurs puissances aussi au siècle dernier. Que la Chine a été même quasiment, entre guillemets, colonie japonaise, a été colonie, une partie de la Chine de toute façon, a été colonie anglaise. Et que quand on a eu nos indépendances en 1960, la Chine faisait partie des pays du tiers-monde. Et que c'est par le travail, l'abnégation qu'aujourd'hui la Chine est quand même, tout le monde le sait, virtuellement la première puissance économique du monde. Donc voilà, c'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, n'attendez pas que certains autres viennent travailler à votre place. Aujourd'hui, nous achetons chinois, nous consommons chinois, nous nous habillons chinois. Et il est évident que, écoutez, c'est sur l'industrie chinoise que le monde vit même d'ailleurs, parce que quand on dit nous, c'est pas uniquement les Togolais, les Africains seuls. Les Africains seuls, les téléphones high-tech que nous utilisons, qui coûtent la peau de la tête, viennent de la Chine. Et donc voilà, c'est regrettable par rapport à nous, surtout pays sous-développés, qui étions alignés comme la Chine. Dans les pays les moins avancés, voilà, mais aujourd'hui la Chine est devant. Bravo à elle. Ça peut aussi être un indice de motivation qu'on puisse limiter et imiter son exemple par l'abnégation. Moi, je suis dans un cadre purement privé. Autrefois, quand les affaires marchaient, bien entendu, je faisais beaucoup de déplacements en Chine. Et quand vous y arrivez, vous vous rendez compte que c'est vrai que la façon dont les Chinois travaillent, si nous en Afrique, au Togo, si on travaillait comme eux, sans aucun doute on serait très en avance. C'est des gens qui font une pause d'à peine 1 heure de temps entre midi et 13 heures pour rapidement manger quelque chose et continuer le travail. Ce n'est pas les 3 heures ou
je ne sais pas combien d'heures qu'on se consacre ici, entre 2h, entre midi et 14h, il n'y a pas de sieste chez eux, et puis voilà, c'est-à-dire que c'est un peuple qui travaille énormément, et je pense que nous avons beaucoup intérêt à limiter, ne serait-ce que sur ce plan-là. Après, maintenant, il y a aussi un génie qu'il faut avoir. Les Chinois, le génie. Oui, si les Chinois, rapidement, étant aussi des pays moins avancés, étant aussi un pays moins avancé, mais finalement a pris conscience de son état et puis aujourd'hui constitue une puissance économique non négligeable dans le monde entier. Mais comment peut-on expliquer le fait que les pays africains, les chefs d'État africains n'arrivent toujours pas à envoyer leurs citoyens ou leurs concitoyens dans ces pays-là, se faire former dans des domaines ciblés afin de revenir après et puis accélérer le développement de leur pays? Non, en réalité, il y a beaucoup d'Africains qui vont se former en Chine. Je pense que aujourd'hui, les écoles chinoises ouvrent beaucoup leurs portes. Maintenant, après, est-ce que quand on revient dans le pays, on trouve le même contexte de travail? Est-ce qu'on trouve la même émulation? La question même, c'est l'émulation. C'est que nous sommes dans des pays où le mérite n'est pas quelque chose qui est parfois encouragé. Alors que dans ces pays-là, le mérite est encouragé. Donc cette émulation-là n'existant pas, vous allez envoyer des gens en Chine qui vont être brillants, qui vont être aussi brillants que des étudiants chinois, et qui rentrent ici et se retrouvent en queue de comme peut-être un planton. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a aussi le contexte, la situation dans laquelle... Oui, qu'est-ce qui amène ces genres de comportements alors que les têtes bien faites sont là pour pouvoir booster le développement du pays, mais on les abandonne au profit des gens qui militent? Vous savez que dans nos pays, c'est d'abord le militantisme, c'est d'abord la carte du parti, c'est d'abord l'envie de plaire. Et si vous ne savez pas vous mettre en valeur, ben, vous n'êtes pas valeureux. Donc dans nos pays, malheureusement, si vous avez quelqu'un, vous êtes quelqu'un. Et donc c'est ça. Si vous avez quelqu'un, vous êtes quelqu'un. Voilà, donc c'est ce qui fait que malheureusement on envoie des étudiants se former là-bas, mais quand ils reviennent, si le contexte ne le permet pas, le contexte de travail ne le permet pas, ben, ils ne vont pas émerger. Parce qu'on se rend compte, moi comme je le disais, je voyageais là-bas, il y a des étudiants africains ou bien des Africains qui sont installés là-bas, qui sont vraiment très, très, très épanouis, qui travaillent bien, qui sont dans des situations qui avancent. Mais bon, quand ils reviennent au Togo, c'est autre chose. C'est un peu comme l'Europe aussi, pareil. Vous avez des étudiants togolais qui, une fois arrivés là-bas, occupent même des postes importants. Mais quand ils reviennent dans nos pays, c'est autre chose. Donc la politique au plan local pour pouvoir apprécier et exploiter à bon escient ces valeurs-là n'existe pas? Non, il y a vraiment un système de valorisation des ressources humaines qui manque à réellement parler dans nos pays. C'est-à-dire que la valorisation des ressources humaines, malheureusement, soit elle n'existe pas, ou bien quand elle existe, elle est uniquement axée sur le militantisme. Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui milite dans un parti, qui milite dans le parti au pouvoir, ainsi de suite. Et ceci ne permet pas, bien entendu, l'émulation, une juste lutte entre les gens. La lutte se passe plutôt au niveau du militantisme. C'est regrettable. Mais bon, et si tel est le cas, alors là, l'émergence dont nous chantons, dont nous parlons tous les jours, ce serait une illusion, pure illusion? Ça mettra du temps. Vous voyez aujourd'hui le Rwanda, où le président Kagame, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il fait quand même de bonnes choses. Aujourd'hui, le Rwanda est cité un exemple, le Kenya est cité un exemple, le Ghana ici est cité un exemple dans une moindre mesure. Donc oui, les systèmes de gouvernance mis en place sont tributaires en réalité de l'évolution de la société. Si vous avez un système de gouvernance qui permet une saine émulation entre les jeunes, en réalité, en ce moment-là, ces jeunes-là trouvent le contexte pour se valoriser. Et si vous avez un système où les gens n'ont pas vraiment la possibilité de se mettre en valeur, ben vous avez des systèmes où on a l'impression qu'on a pris tous les cancres pour mettre dans le même endroit parce que vous n'avez pas de valorisation. Et voilà, c'est regrettable. Donc, de manière très simple et en français facile, M. Djeri Tamé, ça veut dire que des militants bien formés au niveau du net, parfois sont négligés pour être à des postes de responsabilité dans certaines administrations ou bien dans une bonne mesure. Non, je ne veux pas le dire ainsi. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve... honnêtement, ce n'est pas encore suffisamment
bien essayer. On peut le dire qu'on essaie pas la fonction publique puisque c'est un concours. Mais malheureusement, combien de personnes la fonction publique peut prendre? C'est que aujourd'hui, dans le secteur privé ou bien dans le secteur parapublic, il n'y a pas suffisamment ces strapontins là qui permettent aux gens de se lever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit si vous voulez vous élever, il faut aller à la fonction publique. Quand vous y arrivez, parfois à l'examen vous passez, vous avez un bon niveau, mais après vous vous rendez compte que après la faucheuse rééquilibre les choses. Donc il faut qu'on arrive à trouver dans notre société, au niveau des gouvernants, un système de valorisation des ressources humaines pour faire en sorte que nos pupilles, les pupilles de la nation, c'est-à-dire que ces jeunes qui sont brillants, qui soient valorisés, que ce soit eux qui sont dans les villages peut-être, ou bien qui sont éparpillés dans le monde entier. Quand on fait le bac, le premier du Togo ne vient pas forcément du premier de Lomé ni de la meilleure école privée. Parfois il vient d'une école publique quelque part, mais malheureusement ces gens-là ne se retrouvent pas toujours avec la meilleure bourse, et ne se retrouvent pas toujours envoyés dans la meilleure école. Parce qu'ils n'ont pas un grand quelqu'un. Parce que, je l'ai dit encore, vous n'êtes personne si vous n'avez personne. Aïe. Malheureusement c'est comme ça, mais je pense qu'il faut améliorer. Qui peut améliorer cela? Non, c'est d'abord la gouvernance. La gouvernance, ceux qui sont au pouvoir peuvent l'améliorer en mettant en place un système de valorisation des excellences, en mettant un système de management qui permet... celui qui va quand même vouloir aller dans cette nouvelle logique ou dynamique, est-ce qu'il ne rencontrera pas des écueils vraiment? Maintenant, malheureusement, c'est que nous, on n'est pas encore au pouvoir pour savoir comment ça se passe. Mais c'est vrai que il est difficile dans nos sociétés quand vous n'êtes pas vous n'émargez pas dans les partis au pouvoir, ou bien que vous avez une appartenance officielle d'un parti de l'opposition. Il est extrêmement difficile d'avoir cet ascenseur social-là. C'est regrettable. Et c'est regrettable. Monsieur Djeri Tama, on vous voit ces derniers temps dans l'Est Mono. C'est, on dirait, le fief de M. Dimon Oré. Ça dit que c'est un terreau fertile pour vous. Bien, on vous a fait promesse de cette localité que vous allez gagner. Ouais, le samedi dernier, j'étais dans Guidji. Donc on n'est pas. Vous êtes plus constamment dans l'Est Mono. Non, il n'y a pas de. Moi, j'ai comment pas de fief de lieu d'origine. Moi, j'ai deux origines au Togo. Je suis Djeri Tama, originaire de Siou. Mais au même moment aussi, Djeri Tama, originaire de Lavagnon, où j'ai une maison, où j'ai des champs que je cultive. On sait bien qu'il y a une forte communauté de Toufelgou, ou bien disons, de cette préfecture dans l'Est Mono. Du coup, voilà, c'est-à-dire que j'ai choisi cette année de me renforcer politiquement dans cette préfecture, sans aucun doute avec des objectifs politiques, je ne les cache pas. Mais maintenant, après... je pense qu'il y a le code de la place. Parce que, comme vous le savez, Est Mono, c'est quand même 3 sièges. Et 3 sièges, il y a vraiment de la place, que ce soit avec UNIL ou que ce soit avec M. Dimon Oré, il y a de la place. Et donc, je pense que cette place-là, on pourra la prendre. Cette place, vous pouvez la prendre? Bien sûr. C'est même pas qu'on pourra la prendre. Les signaux clignent déjà ouverts. On va la prendre, il n'y a pas de problème. Non, je crois que on en parlera sans aucun doute tout à l'heure. La politique, c'est d'abord le terrain. C'est d'abord la rencontre entre le politicien et la population. Et on se rend compte en permanence. Nous étions encore la semaine dernière dans plusieurs cantons mais quand vous allez dans ces milieux-là, mais les gens ne savent même pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle la crise. Les gens ne savent même pas qu'il y a la CEDEAO qui intervient au Togo. Les gens ne savent pas qu'il y a un truc qui s'appelle la feuille de route. Quand vous leur demandez quels sont vos problèmes, quelles sont vos attentes, ils vous disent la route, ils vous disent l'eau, ils vous disent on a besoin d'un lycée parce que nous ici, on a nos enfants, quand ils réussissent au BPC, ils sont obligés d'aller à des kilomètres avant de retrouver le lycée. Ce que nous-mêmes on a vécu. Moi j'étais assis où j'ai dû, quand j'ai mon BPC, je suis allé à Niamtougou, et donc vous vous rendez compte, parfois vous avez des parents qui font abandonner volontairement leur enfant après le BPC parce qu'il n'a pas de quoi louer la chambre
qui coûte parfois 1000 francs, ou bien 500 francs. Dans les milieux ruraux. Dans les milieux ruraux, mais il n'a pas les 500 francs pour envoyer son enfant. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Oui, Donc, mais aujourd'hui, on nous parle de croissance, que vraiment la pauvreté a regretté. Alors là, vous êtes parti rencontrer ces populations. Oui. Aujourd'hui, la situation s'est considérablement améliorée pour eux? Non, du tout, du tout. Et puis, de toute façon, les indicateurs sont clairs. Nous, aujourd'hui, et ça, c'est les indicateurs officiels qui le disent, nous avons un taux de pauvreté de 55%. Donc, on n'a pas beaucoup reculé. On a quitté 62% avec l'arrivée de Faure à 55%. Donc, on a toujours plus d'un Togolais sur deux qui vit avec au-dessus du seuil de la pauvreté. Donc les indicateurs, et je pense que le président de la République même l'a indiqué lors de son intervention sur Jeune Afrique en décembre 2017, la pauvreté ne recule pas assez. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent, enfin sur papier, puisque oui, tout est fait sur papier. On nous dit qu'on investit beaucoup d'argent, mais la pauvreté ne recule pas. Et ça, c'est quand vous allez à ces endroits-là, c'est là où vous la touchez du doigt. C'est-à-dire que quand, par exemple, un parent vous dit qu'il ne peut pas envoyer son enfant au lycée parce que il n'a pas de quoi le payer, l'écolage, et l'envoyer le louer une chambre peut-être avant c'est 18 000 francs, c'est difficile. Bon, voilà, donc c'est autant de problèmes qui touchent le quotidien des gens et qui touchent le vécu des gens. Quand vous avez des gens qui vous disent bah, écoutez, nous dans notre village on n'a que 2 forages et que honnêtement on est obligé. Et ils boivent alors quelle eau? Ben, ils boivent l'eau de la rivière quand c'est en saison pluvieuse, et puis en saison sèche tout le monde fait la queue, et donc la corvée de l'eau occupe tellement les gens que ben, finalement les jeunes filles sont obligées d'abandonner l'école parce que les enfants passent beaucoup de temps à aller faire la corvée de l'eau. Donc c'est des réalités qui sont des réalités. Pour nous, c'est ça qui nous parle le plus. Mais monsieur Djelitama, ce que vous dites là, vous êtes parti constater cela sur le terrain, ou bien c'est les faits que vous avez vécu dans le temps? Non, on vous parle de faits réels. Par exemple, nous étions avec Pessi, l'un des problèmes, le gros problème que Pessi a, par exemple, qui est dans l'Est Mono, c'est le problème de l'eau. Parce que ben, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'en ont pas en quantité suffisante. Et donc, au 21e siècle. Ben, et c'est pas le seul village. Nous avons un taux de couverture de la régie qui est à l'intérieur du pays de moins de 50%. Même dans certains milieux, ça descend à 20 ou 15%. Donc, vous le savez. Donc, du coup, c'est des problèmes qui sont des problèmes de terrain. C'est-à-dire que c'est au-delà des problèmes politiques qui sont importants. Il y a des problèmes sur ce que nous appelons les services sociaux de base qui sont importants et qui, normalement, aussi doivent faire l'œuvre de nos plateformes. C'est-à-dire que l'ensemble de nos plateformes ne passent pas leur temps uniquement à dire fort dégage. Bon, enfin, s'il part, personne ne le regrettera. Mais ça ne doit pas se résumer à ça. Parce que dire fort dégage, si on n'a pas les moyens de le faire partir, ça ne changera pas. Mais si nous pouvons faire du lobby pour, par exemple, les députés qui sont élus dans ces endroits-là, s'ils peuvent faire du lobby vis-à-vis même de l'hydraulique villageoise, vis-à-vis des ONG, en disant, écoutez, moi j'ai un village qui a 20 000, 30 000, 40 000 âmes, et que nous n'avons pas d'eau, mais si vous pouvez venir nous mettre un forage, si vous pouvez venir nous mettre... Parfois même, c'est même pas une question de forage. Mais le député vous dira que ce ne sont pas là ses prérogatives. Je dis du lobby. Ah oui, du lobby, d'accord. C'est-à-dire que c'est pas une question il plaide en faveur de la population. En faveur de la population. Ce que les gens nous disent quand on va à ces endroits, on dit oui, mais nous on a voté les gens, ils ont une fois, le soir même où on proclame le résultat, ils disparaissent. Il disparaît, on ne le voit pas. Et c'est parti pour la prochaine élection. Et puis après, il reviendra encore. Bon, donc c'est ça, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est cette politique de terrain-là qui manque. Oui, mais à votre entendement, disons, selon vous, quand vous êtes allé sur le terrain, est-ce que ce sont des populations à qui, si peut-être on leur glisse un petit 2000 ou bien 2 petits billets de 500 francs, ils peuvent facilement succomber à cette tentation d'être corrompus? Ça dépend des milieux, je vais vous dire. Et nous étions à Glidji le week-end dernier. Oui, ça c'est dans les lacs. Voilà, les gens sont plus aware, c'est-à-dire que les gens sont plus informés. Autant dans Est-Mono, Haro, Amou, personne ne nous a posé des questions sur la C14, sur la CENI, et ainsi de suite. Personne, dites-vous? Ouais, quasiment personne. Les questions que les gens posent, c'est vraiment leur vécu quotidien. Vous avez leur besoin dans leur milieu. Voilà, c'est ça, c'est ce qui les intéresse.
Autant, par exemple, à Gilidji, beaucoup de questions tournaient autour de la CENI, autour de la C14, autour de la feuille de route. Parce que c'est des endroits où les gens sont plus informés. Et c'est des endroits où il y a beaucoup plus de difficultés à partir de l'information. Parce qu'il y a les médias, peut-être même l'émission qu'on est en train de faire. Ça passe là-bas. Donc, c'est des endroits où c'est difficile pour un candidat de venir distribuer 1000 francs, 2000 francs pour passer. Alors que dans les autres endroits qui sont reculés, où les gens ne comprennent pas, où la misère ils n'ont aucune information. Je vous dis une chose, moi, qui m'a quasiment amené les larmes aux yeux. J'ai rencontré des jeunes enseignants volontaires. Dans les enseignants volontaires, c'est ceux qui enseignent dans les écoles primaires publiques ou bien payés par les cotisations. Mais il y a des enseignants volontaires, par exemple Mono, qui sont payés 5 000 francs tous les 3 mois. 5 000 francs tous les 3 mois. Parce que c'est ce que les parents cotisent 100 francs par mois. Et donc, c'est ce que les parents arrivent. Donc, vous imaginez, ça, c'est des réalités de terrain. Donc, vous imaginez... Les parents cotisent 100 francs par mois pour rassembler 5 000 francs et payer l'enseignant volontaire chaque trimestre. Voilà, dans l'école, ça fait partie des doléances que les gens nous disent. Ils nous disent dans l'école, écoutez, dans une école sur 19 enseignants, vous avez 3 enseignants qui sont publics, c'est-à-dire qui sont pris en charge par l'État. Le reste, c'est des enseignants volontaires. Donc Oui, alors, M. Djeri Tama, il y a un gouvernement, ou bien les gouvernements se succèdent et disent toujours que oui, le chef de l'État fait ci, nous promouvons tout, nous faisons ceci ou cela. Dis-leur, ou bien c'est la réalité? Non, mais maintenant... Vraiment, au regard de ce que vous racontez, c'est comme si c'est de la science-fiction. Ce que je dis, oui. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire, il faut pouvoir, chaque fois que nous allons à ces endroits, on leur dit, faites-nous les statistiques. C'est-à-dire que, donnez-nous, par exemple, quand on va dans un établissement, on nous dit, on a sur 19 enseignants, 3 enseignants uniquement qui sont payés par l'État. On dit, bah, écoutez, donne-nous. Pourquoi qu'on essaie de faire du lobby? Parce que quelqu'un qui gagne 5 000 francs tous les 3 mois, excusez-moi du peu, il ne peut pas être motivé pour donner un bon enseignement aux élèves. Il ne peut pas bien encadrer les enfants. Bien encadrer les enfants parce que la plupart du temps, les jeunes qui sont contraints à être dans cette situation, c'est qui? C'est les jeunes qui sont venus à Lomé, ils ont pris leurs cours, ils ont eu leur diplôme, ils ont essayé peut-être 2, 3 ou 4 ans à Lomé, ça ne donne rien, ils rentrent au village, au moins ils savent qu'ils dorment dans la maison familiale. Et comme ils ne veulent pas désapprendre, comme ils ne veulent pas désapprendre, donc au fait, ils enseignent à l'école juste pour ne pas désapprendre. Et donc c'est des situations qui sont des situations tragiques sur lesquelles nous devons pouvoir, nous qui ne sommes pas encore au pouvoir... Et le gouvernement n'est pas du tout informé de ces situations? Je ne saurais vous dire, nous pensons qu'il y a un travail que nous voulons faire en direction d'abord du ministère de l'Enseignement pour voir si est-ce que c'est une insuffisance de ressources ou bien alors... Et qu'est-ce que M. Djeri Tama et son parti politique le net propose à ces populations rencontrées quand on vous pose ces genres de questions? Alors, vous allez nous répondre tout de suite, mais on sert d'abord les annonceurs. Alors, M. Djeri Tama, quand les populations vous présentent toute cette litanie, ou disons cette panoplie, ce chapelet de besoins, qu'est-ce que vous leur promettez? Non, nous nous engageons toujours à être véridiques. Vous savez, une route au Togo, c'est 1 milliard de kilomètres. Un établissement scolaire, c'est entre 50 millions et 300 millions. Autant de sommes que nous n'avons pas. Donc nous ne leur disons pas, écoutez, si vous votez pour nous éventuellement demain, nous pourrons vous faire ce travail. Nous disons, ce que nous pouvons faire, c'est du lobby. Du lobby d'abord vis-à-vis des pouvoirs publics. Parce que justement, je prends l'exemple par exemple de lycée. C'est de dire, écoutez, allez voir le ministre, par exemple, de l'enseignement public, pour lui dire, de l'enseignement primaire, par exemple, ou secondaire, pour lui dire, vous avez tel village qui sort toutes les années 200, 300 jeunes du BPC, et les 200, 300 jeunes sont obligés d'aller dans un village à 200. Dans une autre contrée, voilà. Donc il est important abandonné. Donc il est important de leur construire un établissement. Ça, c'est du lobbying. Et je pense que le gouvernement, il utilise l'argent du pays, hein, c'est pas l'argent de X ou Y. Donc c'est l'argent du contribuable togolais. Et puis il y a aussi un second lobby qui va en direction des ONG, de toutes ces structures-là qui existent. Et donc c'est ce que nous essayons de faire. Et c'est un travail que nous faisons depuis 6 ans. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais nous ne faisons jamais de fausses promesses. Parce que, encore une fois, il faut le dire aux fidèles auditeurs que l'homme politique n'a pas vocation à se substituer à la force publique.
C'est-à-dire que l'homme politique n'a pas vocation à construire des routes, à construire des écoles. D'abord, même il aurait même les moyens de le faire, qu'il lui faudrait des autorisations avant de le faire. On ne peut pas se lever pour aller mais vous faites miroiter ces genres de choses le plus souvent population, parfois naïve. Nous, à notre niveau, c'est pas en termes péjoratifs, je l'ai dit. Nous, à notre niveau, nous le faisons jamais. Nous leur disons, nous n'avons pas les moyens immédiats. Nous pouvons éventuellement accompagner les parents d'élèves pour aider à payer. Et vous pensez que ce faisant, est-ce que les populations seront très confiants en vous, espérant que vous allez pouvoir leur faire justement parce que nous nous inscrivons dans la durée. Si on leur dit, écoutez, on va vous voter pour nous, on va vous construire des écoles, et que les gens votent réellement pour vous, et que vous leur votez pas et vous leur construisez pas d'école, vous décrédibilisez. C'est pour ça que le parti au pouvoir, par exemple, change toutes les 5 ans les députés, quasiment, dans beaucoup de localités. Parce que c'est bien, vous venez, vous faites des promesses, vous n'êtes pas en mesure de les tenir, et puis 5 ans plus tard, on amène un autre qui fait des promesses qui ne sont pas en mesure de les tenir. En tant que parti de l'opposition, nous n'avons pas cette capacité parce que nous, c'est un engagement dans la durée. Et donc, nous préférons dire la vérité. Et je peux vous dire que ça marche. Alors, au regard de tout ça, M. Jerry Tama, est-ce que c'est l'élection législative ou bien les élections législatives qui doivent constituer la priorité aujourd'hui? Non, les locales. Les locales? Oui, les élections les plus importantes au Togo, c'est les locales. Mais vous ne le dites pas. Non, vous savez. Vous êtes à la CENI alors. Vous savez, nous le disons tellement que je pense que je vais faire un t-shirt sur lequel je vais écrire « Nous exigeons des locales » et je me promène partout. Parce que nous avons écrit, avant le 31, nous avons écrit un courrier à la CEDEAO pour leur dire « N'oubliez pas dans votre feuille de route, n'oubliez pas les locales. » Et que c'est une élection qui est la plus importante, c'est les locales. En 2012, nous avions déjà écrit en disant de combiner les élections législatives et locales. Mais comme vous le savez, dans ce pays, il y a des gens qui ont des voix plus autorisées que d'autres quand nos cris ne sont pas relayés et ne sont pas entendus. Sinon, aujourd'hui, s'il y a une élection qui est la plus importante, le cas, ne voyez-vous pas qu'il y a un petit paradoxe, étant donné que vous préconisez les élections locales, mais au même moment, votre représentant, disons, vous êtes à la CENI pour préparer les législatives. Il n'y a pas de paradoxe? Non, au départ, avant le 31 juillet, les scénarios sur lesquels fonctionnait la CENI, c'était d'abord les élections locales et ensuite les élections législatives. C'est sur ces scénarios-là que la CENI fonctionnait. Je peux vous le dire, c'est-à-dire que les scénarios sur lesquels la CENI fonctionnait, c'était pour les différents chronogrammes qui étaient mis en place, c'était d'abord les élections locales et ensuite les élections législatives. Après, il y a eu bien entendu, comme vous le savez, la suspension des travaux de la CENI, avant que la feuille de route ne vienne nous mettre de façon contraignante le 20 décembre comme élection législative. Encore une fois, entre discussions, on suppose que discussion entre les différents protagonistes, nous n'étions pas protagonistes au dialogue, donc avant qu'on ne vienne nous fixer le 20 décembre comme élection législative obligatoire. Sinon, au départ, les scénarios sur lesquels on travaillait, c'était élection locale d'abord et législative après. Oui, maintenant, vous l'avez si bien dit, ce qui doit venir en priorité, en premier lieu, ça doit être les élections locales. Oui. Alors, pourquoi demandez-vous cela? Non, parce que vous savez, si vous voulez impulser un vrai développement endogène, ce n'est pas le développement des collectivités locales. Aujourd'hui, tout vient de l'État. Et donc, les populations vivent dans une sorte d'assistanat. On vient faire les choses à leur place. Tout vient du pouvoir central. Du pouvoir central. Donc, en réalité, même s'il faut qu'on rentre dans les détails, il faut parler de déconcentration et de décentralisation. Les deux vont de pair. Il faut déconcentrer les pouvoirs de l'État et la décentralisation, conférer des pouvoirs aux collectivités territoriales. Et si on fait les deux, en ce moment-là, le développement endogène va être une réalité. Et en ce moment, on n'attendra pas qu'un ministère intervienne quand il y a le toit d'une école, quand on veut construire un bâtiment, le conseil municipal peut décider même de construire une école. Le conseil municipal... Ce faisant, est-ce que les populations n'auront pas les informations en temps et en heure? Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, bien sûr. Ah oui, mais peut-être si les populations du Togo profond n'ont pas l'information, ça arrange une partie ou bien je ne sais pas. Mais c'est pour ça que nous, quand vous nous demandez, vous nous dites à M. Jerry Tama, vous êtes tout le temps sur le terrain, mais nous voulons combler cette lacune-là. Il faut apporter l'information sur le terrain. Ce que nous faisons, c'est informer, éduquer, sensibiliser. Oui, mais quand même, c'est une pré-campagne. Puisque vous avez dit, vous êtes acteur politique, oui. Oui, non. De toute façon, un parti politique est en pré-campagne systématiquement. Au lendemain des élections,
élections, tous les partis politiques rentrent en politique avec une campagne. Le but ultime d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et donc, un parti politique est systématiquement en pré-campagne et en campagne quand la campagne est lancée. Une pré-campagne pour la députation et non pour les locales. Une pré-campagne pour les élections qui se présenteront. Pour les élections qui se présenteront, bien pour la députation. Aujourd'hui, il y a une date butoir le 20 décembre pour les élections législatives. Si on avait la main, comme on le dit, nous aurions souhaité qu'on fasse les élections locales avant les élections législatives. Mais comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas protagonistes du dialogue. Nous n'avons pas la main. On a considéré que nous n'étions pas suffisamment bons pour participer au dialogue. Monsieur Jerry Tama, nous subissons. Vous avez sorti une lettre ouverte aux parlementaires, unis comme opposition parlementaire, et vous disiez, si les réformes ne sont pas faites avant les législatives, il serait difficile au peuple de pardonner cela. Oui, vous savez, les réformes, on peut dire on a trois, sur la feuille de route, on a trois catégories de recommandations. On a les recommandations pour, bien entendu, l'élection législative du 20 décembre, avec tout son corollaire. On a comme deuxième élément les réformes constitutionnelles, limitation de mandat d'élection à 2 tours, recomposition de la Cour constitutionnelle, renforcement du processus électoral par une participation inclusive des acteurs. Et puis on a tout ce qui est mesures d'accompagnement et d'apaisement. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde, on va dire, il y a la CENI avec le gouvernement qui travaille, puisque c'est ça, l'article 37 demande à la conférence des chefs d'État au niveau de l'article 37, demande au gouvernement togolais de faire un fichier électoral, de constituer un nouveau fichier électoral en vue des élections le 20 décembre. Ok. Maintenant, l'article 38, les éléments de l'article 38, depuis là, ne sont pas pris en compte. Est-ce que nécessairement, on a besoin d'aller aux élections le 20 décembre si les conditions ne sont pas réunies? Mais écoutez, c'est ce que je dis. Encore une fois, ce n'est pas, la décision ne nous revient pas, puisque nous, on a considéré que nous n'étions pas suffisamment bons pour être au niveau du dialogue. Si aujourd'hui, la CEDEAO considère que les conditions ne sont pas réunies, ou alors, disons-le. Oui, est-ce que c'est la CEDEAO qui doit constater cela ou bien vous, acteurs politiques togolais? Non, mais parce que les acteurs politiques togolais sont allés donner un quitus à la CEDEAO pour décider à la place des Togolais. C'est pas nous. Nous, en réalité, vous savez, quand cette crise a commencé, nous avons été convoqués par le Premier ministre à la primature et nous avions dit à l'époque que nous pensions que les Togolais étaient suffisamment matures pour régler leurs problèmes entre nous. Certaines personnes disent que même le Premier ministre n'a pas vocation à pouvoir discuter de ce problème, puisqu'il était, qu'il était une partie du problème. Donc en réalité aujourd'hui c'est parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes transportés, comme on dit en Afrique, pour amener chez le diable qui nous dit écoutez, faites les élections le 20. Maintenant, si hypothèse numéro 1, la classe politique togolaise peut s'entendre pour dire non, nous pensons que le 20 c'est pas bon, tant mieux. Mais comment faire pour dire que c'est pas bon? Il faut pouvoir se oui, maintenant, honnête, est-ce que le 20 décembre s'y est? Le net? Pour le net, oui. S'il faut aller aux élections le 20 décembre, à partir de du 31 juillet, nous avions largement le temps pour organiser les élections jusqu'au 20 décembre, y aller, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question, c'est qu'il faut une participation inclusive. Aujourd'hui, la CENI est en train de dérouler un chronogramme qui n'est pas mauvais. La seule chose qu'on peut reprocher au chronogramme de la CENI, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui n'y sont pas. Parce que ce chronogramme, c'est le chronogramme qu'on a fait toutes les années. Oui, alors, M. Jerry Tama, la CENI actuelle est totalement indépendante? Elle fonctionne. Puisque vous y êtes. Oui, bien sûr, elle fonctionne. C'est les plénières. Et puis il y a une chose qu'on doit pouvoir dire aux Togolais. Normalement, les séances plénières de la CENI sont accessibles au public. C'est ce que dit le code électoral. Et donc, vous pensez que, tel que les soldats bouclent la zone, ils permettront que les citoyens puissent y aller. L'Assemblée nationale, les plénières doivent être ouvertes grandement au public. Mais est-ce que les soldats permettent que les populations y viennent? Même l'Assemblée nationale, il y a des gens qui vont sur les plénières de l'Assemblée nationale. Si, mais moi je ne veux pas. D'accord, laissons le problème. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la CENI fonctionne suivant son propre programme pour pouvoir organiser les élections le 20 décembre. Vous avez dit dans votre lettre ouverte, interpellant les parlementaires à initier une proposition de loi. D'accord. Hypothèse numéro 1, proposition de loi. Hypothèse numéro 2, projet de loi. Par le gouvernement. Bien sûr. Alors, et tout ça pour opérer les réformes. Mais si les réformes ne sont pas faites avant les élections,
Ce serait difficile. Il serait aberrant qu'on aille aux élections. Il serait aberrant qu'on aille aux élections du 20 sans avoir épuré, ou bien non, c'est même pas apuré le contentieux constitutionnel sur lequel la CEDEAO nous a mis, bien entendu, dans les rails. Alors, là où vont les choses, est-ce que les réformes seront faites avant les élections? Mais écoutez, vous préparez les élections déjà à la CENI. Vous savez, il faut à peine pas plus de 2 heures à l'Assemblée nationale. Si les et ce problème sera réglé? Mais bien sûr. Mais le vote. Oui, mais si les réformes ne sont pas faites, est-ce que le net sera candidat aux élections législatives? Encore une fois, il faut que vous compreniez que nous, aujourd'hui, là où nous sommes quand même un passager dans un véhicule et vous dites aux passagers, ben, si la personne, si le bus ne paie pas au péage, est-ce que vous arrivez à Lomé? Ben, vous êtes déjà dans le véhicule. Oui, bien sûr. Vous irez. Nous sommes dans un véhicule. Oui, mais donc là, votre parti accompagne le parti au pouvoir? Non, on n'accompagne pas le parti au pouvoir. Si aujourd'hui, vous me montrez sur papier que la CENI, dans laquelle nous sommes, est en porte-à-faux par rapport aux recommandations de la CEDEAO, puisque le 8 août dernier, le secrétaire exécutif de la CEDEAO, de la commission de la CEDEAO, était ici et a dit: nous voulons organiser les élections le 20 décembre, puisque ça fait partie des recommandations de la CEDEAO. Mais du moment où nous nous sommes pris pour aller demander à la CEDEAO de nous donner des recommandations, et qu'on a donné ces recommandations, aujourd'hui nous sommes dans un train dans lequel vous n'allez pas nous demander, ben écoutez, est-ce que vous descendez à chaque fois où il y a un arrêt? Parce que nous sommes dans ce train-là. Vous êtes déjà dans le train? Bien sûr. Et cap sur les élections? Mais moi, ce qui me gênerait, c'est qu'aujourd'hui on nous dise non, il faut rien faire, et qu'en novembre, ceux qui sont en train de dire, ah oui, la CENI n'est pas dans son bon droit, que en novembre, bien en octobre, ici, on nous dise oui, finalement, on va participer aux élections. Et là, oui, c'est vrai qu'on aura un souci. C'est vrai que vous aurez un souci. Alors, est-ce que le net envisage une quelconque démission de son représentant à la CENI afin que la CENI devienne totalement inclusive? Non, écoutez, il y a deux choses qu'il faut savoir. Alors, Didier a une question à vous poser. Okay. Didier, vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, monsieur directement, bonjour. Bonjour. Je voudrais que vous me répondez sincèrement, vous ne répondez pas à la question. Bon, à chaque élection au Togo, il y a eu des recommandations de l'observateur de l'Union européenne, de tous les observateurs concernant le découpage, les anomalies à corriger. Est-ce que ces anomalies ont été déjà corrigées, spécifiquement les découpages? Il va vous répondre. Oui, merci. Et nous allons prendre le second intervenant qui est en ligne avec nous, Monsieur Pelé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Bon, la première question que je voulais poser, elle a déjà répondu. Est-ce qu'il y aura une élection sans la réforme? Bon, je pense qu'il a pris le train, il ira. Bon, il ne descendra pas du train. Bon, il ira. Bon, il a de l'opposition, sur les chambres de l'opposition. Aujourd'hui, à la télé, il y a M. sur le camp de l'opposition, il y a M. CDS sur le camp de l'opposition, il y a M. sur le camp de l'opposition. Est-ce que à la télé là-bas, est-ce que vous travaillez en tant que l'opposition, vous travaillez ensemble en communion, en tant que l'opposition? Vous vous rassemblez pour formuler que vous êtes de l'opposition, est-ce que vous travaillez pour faire de l'opposition pour ce que vous dites, est-ce que la coalition vous travaillez ensemble? Merci Pelé pour la question. Monsieur Jacques, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Diridaman. Bonjour. Bon, c'est vrai, le pays a démarré et vous êtes dans le bus, mais vous êtes à la télé. Je veux savoir si ce que vous êtes en train de faire, le tour là, c'est une campagne que vous êtes en train de faire. Le tour dans les villages, etc. Oui, partout il passe. Est-ce que c'est une campagne pour aller aux élections? Parce que le bus a démarré, il est dans le bus. Au Togo, il y a deux sortes d'opposition, à cause de trois. Merci, bien noté. Et voilà, on commence par le dernier intervenant. Vous êtes en campagne électorale? Non, la campagne électorale est toujours ouverte 2 semaines avant le scrutin. Donc on ne peut pas être en campagne. Donc là, c'est une pré-campagne. Nous ne sommes pas en pré-campagne, nous sommes en tournée de sensibilisation et d'information. Et ce que normalement tout parti politique doit faire à l'endroit de ses militants et sympathisants de façon permanente. Venir le faire, vous le faites aussi? Non, c'est au Togo uniquement, peut-être c'est l'absence de ressources. En tout cas, l'ANC aussi hier était dans le veau. Ben, bien sûr. Donc du coup, moi ce qui m'amuse, c'est que quand c'est le net qui va quelque part, on dit ah le net est en campagne. Mais quand d'autres personnes parties de la C14 sont sur le terrain,
dit tournée de sensibilisation. Donc en fonction du mouton ou bien de la physionomie du mouton, il est chèvre ou bien mouton. Bon, oui, maintenant à la CENI, il y a le PDR qui se réclame de l'opposition, l'UFC se réclamant de l'opposition, le NET et tout comme l'OBU. Est-ce que vous vous concertez entre vous quatre et travaillez au nom de l'opposition ou bien vous êtes totalement envahi par la déferlante unie? Il faut expliquer aux gens que la CENI a un règlement intérieur. Et quand le commissaire va prêter serment, il prête serment pour travailler par rapport au règlement intérieur de la CENI. Même si nos CENI sont essentiellement politiques, normalement le commissaire, une fois qu'il a prêté serment, doit travailler dans l'intérêt de la CENI qui est une institution indépendante. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Normalement, la CENI étant une institution indépendante, une fois que le commissaire a prêté serment, il doit travailler au nom de l'intérêt de la CENI. C'est comme les députés et une fois élus, bien sûr, de mandat impératif. Donc c'est ça, il faut que les gens comprennent. Les gens ne se réunissent pas par famille politique ou quoi que ce soit. Et ce que l'article 12 du code électoral dit, on dit 3 représentants des partis extra-parlementaires. Donc les 3 représentants des partis extra-parlementaires, une fois qu'ils rentrent à la CENI, ils sont des commissaires de la CENI. Leur Bible, c'est le règlement intérieur de la CENI et doit faire en sorte que tout ce qui est dit, même si cela n'acquiert pas votre assentiment, votre approbation, vous acquiescez et puis on y va. Au fait, qui dit quoi? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des plénières et les plénières normalement sont accessibles. C'est-à-dire que si... Est-ce que vous pesez quand même dans la balance, vous 3 ou bien disons les 4? Mais écoutez, les CENI depuis 2007 à 2013, ou dans ceux qui considèrent aujourd'hui qu'on n'a pas notre place là, ils pesaient ou ils ne pesaient pas. Quels ont été les résultats de ces CENI-là? On a eu des gens, des partis politiques qui ont participé à toutes les CENI de 2007 jusqu'en 2015 et ces partis-là ne sont jamais retrouvés à l'Assemblée nationale. Et si ça n'a rien donné, pensez-vous qu'on doit continuer toujours ce que nous disons, c'est qu'au fait, il ne faut pas... Quand on critique, nous par exemple, vous savez, au niveau de la composition de la CENI, nous critiquons la composition de la CENI là. Nous, le 4 février dernier, la proposition que nous avons faite de composition de la CENI, c'est pas celle-là. Donc, comme je le dis encore une fois, on est embarqué dans un véhicule, on n'a pas la clé. Les gens qui sont à la clé, c'est les gens qui sont allés s'asseoir, discuter en disant qu'ils étaient les seules personnes qui étaient habilitées à discuter avec la CEDEAO. Et c'est eux qui ont la clé. Et nous sommes aujourd'hui dans une barque, dans un bus, eux ils ont démarré et puis aujourd'hui nous sommes dedans. Le découpage? Nous avons fait une proposition de découpage. Je vais vous dire une chose. Très rapidement, au deuxième jour des discussions qui sont passées sous l'égide de Nana Akufo, quand il y avait des blocages sur cette histoire de départ de Faure Gnassingbé ou pas, nous n'étions pas dans la salle, mais nous avons toujours les minutes de discussion. Le président Nana Akufo a dit, écoutez, comme on n'arrive pas à s'entendre sur les questions de réforme constitutionnelle, mettons-les de côté et abordons les autres questions. Mais les autres ont dit non, nos amis ont dit non, les questions, c'est-à-dire, et vous étiez ici quand vous avez entendu des gens vous dire que toute élection... Donc voilà, aujourd'hui, le découpage n'est pas correct, mais vous y allez. Toute élection qui se ferait avec M. Faure Gnassingbé au pouvoir serait une élection frauduleuse. Alors, M. Jerry Tama, nous sommes à la fin de l'émission, mais cette question, très rapidement, vous allez pouvoir placer quelques secondes. On est en train de dire que M. Jerry Tama lutte aujourd'hui avec Obu à être chef de file de l'opposition à l'Assemblée prochaine en priant que l'opposition, la coalition, refuse d'aller à l'élection. Écoutez, si des gens décident de ne pas y aller et que je me retrouve demain chef de file de l'opposition, je prends. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que je vais dire non? Si demain je me retrouve à avoir le plus grand nombre de députés, je prends. Donc vous luttez à être chef de file de l'opposition? Non, je ne lutte pas pour ça. Merci monsieur Je lutte pour les idéaux de mon parti. Mais si demain je me retrouve à avoir le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, vous pensez que je vais laisser, je vais prendre? Merci M. Jerry Tama. C'est moi qui vous remercie. C'est fini pour aujourd'hui. Merci messieurs et dames pour tout ce que vous avez reçu chez vous. C'est fini pour l'émission. Tout à l'heure, Jacob Ahama va vous retrouver pour le journal à 9h. À 9h, excellente journée. Pourquoi pas bon mois et bonne semaine à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@
@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.